Bonjour à tous. Le cours d'aujourd'hui est intitulé Syndrome épileptique, diagnostic et traitement. Alors avant de regarder cette vidéo, je vous recommande vivement de commencer par la vidéo de la sémiologie des crises d'épilepsie pour bien assimiler ce cours. Les objectifs pédagogiques de ce cours sont les suivants: savoir classer les épilepsies en syndromes, connaître les médicaments efficaces pour chaque syndrome, connaître les médicaments pouvant aggraver certains syndromes épileptiques et savoir conduire un traitement antiépileptique. Pour le plan du cours, on commencera par une petite définition. Ensuite, nous verrons le concept de classification syndromique. Qu'est-ce qu'un syndrome épileptique? Quel est l'intérêt de classer les épilepsies en syndrome? Comment classer une épilepsie? Puis nous passerons à la sémiologie électroclinique des syndromes épileptiques et là, nous verrons successivement les syndromes épileptiques généralisés, les syndromes focaux et les encéphalopathies épileptiques. Nous parlerons ensuite de la stratégie thérapeutique, c'est-à-dire comment conduire un traitement antiépileptique, et nous terminerons par des QCM pour vous aider à assimiler et à mémoriser le cours. L'épilepsie est une affection neurologique chronique définie par la répétition en général spontanée à moyen et long terme de crises épileptiques. Comme je l'ai déjà souligné sur la vidéo de la sémiologie des crises, la crise est un symptôme et l'épilepsie est une maladie chronique caractérisée par la répétition de ce symptôme. Qu'est-ce qu'un syndrome épileptique? Un syndrome épileptique est caractérisé par un ensemble de signes et symptômes habituellement associés, tels que l'âge de début, le type de crise, les facteurs déclenchants, les caractéristiques électroencéphalographiques, la sévérité et le rythme circadien des crises. Quel est l'intérêt de classer les épilepsies en syndrome? Une fois que nous aurons défini un syndrome chez un patient qui présente des crises épileptiques, nous pouvons décider quelles investigations doivent être mises en œuvre, quel type de traitement est nécessaire, quel traitement pourrait aggraver les crises, mais nous pouvons aussi établir un pronostic. Il faut savoir que lors de l'annonce du diagnostic d'épilepsie, les premières questions posées par les parents, c'est est-ce que mon fils ou mon enfant va guérir? Est-ce qu'il va prendre le traitement à vie? Eh bien, pour répondre à ces questions, il faut connaître impérativement le syndrome épileptique auquel vous avez affaire. Comment classer une épilepsie? En 2017, la Ligue internationale contre l'épilepsie a publié une nouvelle classification des épilepsies et syndromes épileptiques comportant 3 niveaux d'approche. Le point de départ de la classification de l'épilepsie est la détermination du type de crise, qui est déterminée selon la nouvelle classification que nous avons vue dans le cours de la sémiologie des crises. Les crises sont classées en crise focale, crise généralisée et crise de point de départ inconnu. Le deuxième niveau est celui du type de l'épilepsie qui comprend les épilepsies focales, les épilepsies généralisées et les épilepsies généralisées et focales combinées. Le diagnostic d'épilepsie généralisée est basé sur la description clinique soutenue par la présence de décharges épileptiformes généralisées à l'EEG. Les personnes atteintes d'épilepsie généralisée peuvent avoir plusieurs types de crises généralisées comme les absences, les crises myocloniques, les crises atoniques, toniques et tonico-cloniques. Les épilepsies focales, quant à elles, comprennent des crises à point de départ uni ou multifocales, ainsi que les crises impliquant un hémisphère. L'EEG montre typiquement des décharges épileptiformes focales. Le groupe d'épilepsie généralisée et focale combinée correspond à des patients qui ont des crises généralisées et focales en même temps. Le diagnostic est fait sur des bases cliniques soutenues par les résultats de l'EEG qui peut montrer des décharges épileptiformes généralisées et focales. Pour certains patients, il n'est pas possible de faire un diagnostic de syndrome épileptique et la classification s'arrête à la détermination du type d'épilepsie. La nouvelle classification des syndromes tient compte des étiologies, ce que vous voyez à la droite de l'écran, qui sont classées comme structurelles, c'est-à-dire causées par une lésion cérébrale mise en évidence par la neuroimagerie. Elles peuvent être génétiques, infectieuses, c'est le cas par exemple de la TBC, tuberculose cérébrale, le VIH, le paludisme cérébral ou encore la toxoplasmose. L'étiologie peut être métabolique, comme par exemple la porphyrie, ou immune, c'est le cas de l'encéphalite à anticorps antirécepteurs NMDA et l'encéphalite à anticorps anti-LGI1. Enfin, l'étiologie peut demeurer inconnue malgré des investigations poussées.
La classification se base également sur la présence ou non de comorbidité, ce que vous voyez sur la gauche de l'écran. Il pourra s'agir de difficultés d'apprentissage, de déficience intellectuelle ou retard mental, de troubles du spectre autistique ou de dépression. Il est important de les rechercher et d'en tenir compte lors du choix du traitement. C'est ce qu'on va voir à la fin du cours. Maintenant, nous allons voir certains syndromes épileptiques généralisés. Nous avons en premier lieu l'épilepsie absence de l'enfant qui est d'origine génétique. Il s'agit d'une forme fréquente d'épilepsie de l'enfant, touchant 10 à 17% des enfants d'âge scolaire. Les crises surviennent entre 4 et 10 ans avec un pic entre 5 et 7 ans. L'épilepsie absence de l'enfant touche 4 fois plus de filles que de garçons. Elle se manifeste par des crises d'absence caractérisée par une rupture du contact de début et fin brusque avec fixité du regard, arrêt de l'activité en cours, avec parfois des automatismes tels que les mouvements d'émietter du pain ou le pourléchage. Les crises se répètent plusieurs fois par jour et peuvent durer de 4 à 30 secondes. Elles sont accentuées par la stimulation lumineuse intermittente, par l'hyperpnée, par l'assoupissement, le manque de sommeil ou certains antiépileptiques qu'il faudra impérativement éviter tels que la carbamazépine, le phénobarbital et la phénitoïne. Donc je vous invite à revoir le cours de la sémiologie des crises pour voir la vidéo d'une crise d'absence. Alors à l'EEG, la crise se traduit par une bouffée de pointe-onde généralisée à 3 Hz, de début et de fin brusques sur un rythme de fond bien organisé. Le traitement, 3 molécules ont prouvé leur efficacité. En premier lieu, nous avons l'étosuccimide qui doit être prescrit en première position. Si ça ne marche pas, on peut tenter le valproate, sinon la lamotrigine. Alors pour le pronostic, les crises disparaissent avant l'adolescence dans 84% des cas. Il faut savoir que la réponse rapide au premier traitement est un élément de bon pronostic et dans de rares cas, l'épilepsie absence de l'enfant évolue vers une épilepsie myoclonique juvénile. Donc, est-ce qu'on est en droit de qualifier ce syndrome épileptique de bénin? En fait, malgré la disparition des crises d'absence, un tiers des enfants rencontrent des difficultés d'ordre neuropsychologique. Il s'agit essentiellement de troubles de l'attention, de troubles des fonctions exécutives et de troubles de la mémoire verbale et visuospatiale. Donc, ce syndrome n'est pas aussi bénin qu'il en a l'air. Deuxième syndrome généralisé, c'est l'épilepsie absence de l'adolescent qui est aussi d'origine génétique. Les crises d'absence débutent à la puberté entre 7 et 17 ans. Elles sont moins fréquentes que chez l'enfant, mais cette fois-ci, il s'y associe des crises tonico-cloniques généralisées qui surviennent le matin au réveil et qui peuvent précéder les absences de quelques mois ou années. Des myoclonies peuvent aussi se voir. Ça, c'est la différence entre l'épilepsie absence de l'enfant et de l'adolescent. Chez l'enfant, on ne voit que les crises d'absence. Chez les adolescents, il y a association d'absence, de crise tonico-clonique généralisée et parfois de myoclonie. Les absences, dans ce cas, sont majorées par la fatigue, la privation du sommeil et par certains antiépileptiques, toujours carbamazépine, phénobarbital, phénitoïne. L'EEG met en évidence des bouffées de pointe-onde généralisées sur un rythme de fond normal. Et pour le traitement, l'étosuccimide est le traitement de choix, comme pour l'enfant. Le valproate a également prouvé son efficacité et la lamotrigine reste une option thérapeutique. Ensuite, nous avons le syndrome de Givens ou absence avec myoclonie palpébrale. Il débute chez l'enfant vers 6-8 ans et consiste en une triade caractéristique associant des myoclonies des paupières avec ou sans absence, des crises et anomalies EEG induites par la fermeture des yeux et une photosensibilité, c'est-à-dire que les crises sont déclenchées par la stimulation lumineuse. Les myoclonies palpébrales représentent l'élément caractéristique de ce syndrome. Elles consistent en des secousses marquées des paupières, souvent associées à une élévation des globes oculaires, voire de la tête, avec ou sans absence. Là aussi, vous pouvez voir la vidéo d'une crise d'absence avec myoclonie palpébrale sur le cours précédent. Les crises sont brèves, elles durent 3 à 6 secondes et surviennent essentiellement à la fermeture des yeux. Et les crises tonico-cloniques généralisées sont rares. L'EEG met en évidence des bouffées de polypointe-onde généralisées, amples à la fermeture des yeux. Le pronostic est inconstamment favorable et le traitement se base sur le valproate ou le levétiracétam.
Passons maintenant à l'épilepsie myoclonique juvénile, qui est un syndrome très fréquent. Les crises débutent entre 6 et 26 ans par des secousses myocloniques bilatérales, symétriques, survenant peu après le réveil, parfois associées à des absences et des crises tonico-cloniques généralisées. Les crises sont très photosensibles cliniquement et électriquement. C'est une épilepsie génétique. Elle est très pharmacosensible, pouvant répondre à de très faibles doses d'antiépileptiques, mais le hic, c'est qu'elles sont pharmacodépendantes. Ce type de syndrome est pharmacodépendant. Autrement dit, même si le patient ne fait pas de crise pendant 5 ou 10 ans, il ne faut jamais arrêter le traitement. Les antiépileptiques pouvant aggraver les crises sont la carbamazépine et la lamotrigine, donc il faudra les éviter. Le EEG montre un tracé avec des décharges généralisées de polypointe-ondes. Pour le traitement, le valproate a longtemps été considéré comme la seule option thérapeutique et depuis 2016, 2 autres molécules ont prouvé leur efficacité, à savoir le levetiracetam et le zonisamide. Ensuite, nous avons l'épilepsie à crise généralisée tonico-clonique prédominante, qui est aussi un syndrome génétique, qui débute entre 5 et 26 ans. Les filles sont plus souvent atteintes que les garçons. Elles se caractérisent par des crises tonico-cloniques généralisées du réveil, parfois des absences et des myoclonies, mais c'est les crises tonico-cloniques généralisées du réveil qui priment. Elles sont déclenchées par la privation du sommeil ou la prise d'alcool et aggravées par la carbamazépine et l'oxcarbazépine. On note souvent une notion de cas similaire dans la famille et l'EEG montre des bouffées de pointe-ondes généralisées pendant le sommeil ou peu après le réveil. Pour le traitement, les experts recommandent actuellement 3 molécules pour le traitement de première intention, en l'occurrence la lamotrigine, le levetiracetam ou le valproate. Nous en avons terminé avec les syndromes épileptiques généralisés. Nous passons maintenant aux syndromes épileptiques focaux. Alors l'épilepsie bénigne avec pointe centrotemporale ou épilepsie à paroxysme rolandique, c'est une épilepsie fréquente d'origine génétique. L'anomalie responsable a été identifiée sur le gène GRIN2A. Elle débute entre 2 et 13 ans avec un pic à 7-8 ans chez un enfant sans antécédents personnels neurologiques. Souvent on retrouve des antécédents familiaux dans l'épilepsie chez les parents. Les crises engagent la région operculaire et se manifestent par des secousses cloniques d'un coin de bouche, émission de sang gutturaux, un tremblement de la mandibule, une gêne pour bouger la langue et avaler, un bavage. La parole est difficile, voire impossible. Elles surviennent la nuit, généralement à l'endormissement, parfois au réveil, et sont de durée brève. La particularité de ce syndrome, c'est la rareté des crises. Dans 70% des cas, l'enfant ne fait qu'1 à 2 crises par an, donc l'évolution est bénigne. À l'EEG, on note des pointes diphasiques centrotemporales au niveau de la région centrotemporale qui sont activées par le sommeil. L'élément le plus important à retenir de ce syndrome, c'est qu'il s'agit d'une épilepsie bénigne, fonctionnelle, donc la guérison est spontanée avant la fin de l'adolescence. Donc, l'abstention thérapeutique est de règle. Il ne faut pas infliger un traitement en long cours à l'enfant puisqu'il s'agit d'une épilepsie bénigne. Ensuite, nous avons le syndrome de Panayotopoulos, qui est aussi une entité génétique qui débute entre 1 et 14 ans, avec un pic à 5 ans, chez des enfants jusque-là normaux. Ce syndrome touche les 2 sexes, sans prédilection. Les crises surviennent au cours du sommeil et consistent en une déviation unilatérale des yeux avec des vomissements. Dans la majorité des cas, la conscience est préservée au début, puis elle s'altère avec la durée de la crise. La symptomatologie végétative est marquée avec des vomissements, une pâleur, une mydriase, des troubles cardio-respiratoires ou de la thermorégulation, une incontinence urinaire ou fécale et une hypersalivation. La durée de la crise est supérieure à 10 minutes, pouvant aller jusqu'à 30 minutes, voire quelques heures, constituant un véritable état de mal dysautonomique. Le EEG met en évidence des ondes lentes multifocales à prédominance occipitale. Le diagnostic différentiel, le type de crise du syndrome de Panayotopoulos ne se retrouve pas dans les autres syndromes épileptiques. Toute la difficulté consiste à reconnaître les vomissements et les autres manifestations végétatives comme des crises et non comme des stigmates d'une pathologie organique non épileptique telle que la crise de migraine
ou une gastroentérite. Concernant le pronostic, le syndrome de Panayotopoulos est décrit comme bénin en termes d'évolution. Le risque de développer une épilepsie à l'âge adulte n'est pas plus élevé que pour la population générale. La plupart des patients ne présentent pas plus de 2 à 5 crises en tout. Les évaluations neuropsychologiques montrent un quotient intellectuel normal et il n'y a aucun risque de développer des altérations cognitives ou comportementales. Pour le traitement, l'utilisation des benzodiazépines lors des crises prolongées est la conduite habituelle. Lorsque les crises sont peu fréquentes, l'abstention thérapeutique est de règle, mais lorsqu'elles ont tendance à la récurrence, ce qui est rare quand même, un traitement de fond s'impose. Passons maintenant à l'épilepsie à crise occipitale de début tardif, qu'on appelle aussi l'épilepsie type Gastaut. Ce syndrome est relativement rare, il touche l'enfant entre 3 et 15 ans, en moyenne vers 8 ans. Les crises sont exclusivement occipitales et se manifestent donc par des hallucinations visuelles simples, une déviation des yeux et de la tête, parfois avec propagation bilatérale tonico-clonique. Les crises sont fréquentes, brèves, diurnes, c'est-à-dire survenant dans la journée, suivies de céphalées, nausées et vomissements dans 50% des cas. Il existe une prédisposition génétique. L'évolution se fait vers la guérison dans la moitié des cas et vers la persistance des crises dans 40% des cas. Le traitement de choix est la carbamazépine. Le EEG montre des anomalies paroxystiques occipitales à type de pointe-onde qui s'atténuent ou disparaissent à l'ouverture des yeux, mais gardez à l'esprit qu'un EEG normal n'exclut pas le diagnostic. Le diagnostic différentiel doit faire discuter avant tout une migraine. Le diagnostic différentiel de la migraine est relativement simple car les manifestations visuelles apparaissent lentement sur plusieurs minutes, durent plus longtemps, plus de 5 minutes, et sont le plus souvent sans couleur avec un pattern linéaire. Par contre, dans les crises occipitales, les hallucinations visuelles apparaissent rapidement en quelques secondes, elles sont brèves, durent moins de 3 minutes, et habituellement colorées et circulaires. L'épilepsie lésionnelle occipitale imite l'épilepsie de type Gastaut et seul un examen neurologique rigoureux et une imagerie cérébrale permettent d'établir le diagnostic. La différenciation entre l'épilepsie occipitale de type Gastaut et le syndrome de Panayotopoulos est plus évidente. Dans le Panayotopoulos, les crises ont une forte composante végétative, durent plus longtemps, on l'a vu, jusqu'à 30 minutes, et sont peu fréquentes. Et les manifestations visuelles sont rares et jamais isolées, tandis que les crises du syndrome de Gastaut sont purement occipitales, brèves, fréquentes et diurnes. Enfin, nous avons l'épilepsie de la face interne du lobe temporal, qui débute dans l'enfance chez l'adulte jeune ayant souvent des antécédents de convulsions fébriles compliquées dans l'enfance. Ce syndrome associe des crises focales avec et sans altération de la conscience. Par contre, la propagation bilatérale tonico-clonique est rare. Les crises se manifestent par une sensation de gêne respiratoire ascendante bien mémorisée par le patient, suivie d'un arrêt psychomoteur avec fixité du regard, un mâchonnement, une activité gestuelle simple telle que le frottement des mains, une attitude dystonique du membre supérieur contralatéral à la décharge. L'IRM retrouve généralement une sclérose hippocampique et le traitement de choix c'est la carbamazépine, mais en cas de pharmacorésistance, la chirurgie est efficace dans 90% des cas. Le dernier volet est celui des encéphalopathies épileptiques. Nous avons en premier lieu le syndrome de West qui débute entre 3 et 6 mois par une triade caractéristique, à savoir des spasmes en flexion, dont vous pouvez regarder la vidéo sur le cours précédent, un arrêt du développement psychomoteur et une hypsarythmie à l'EEG, c'est-à-dire une désorganisation totale du tracé avec des ondes lentes diffuses et asynchrones. Les étiologies, le syndrome de West peut être idiopathique sans aucune étiologie décelable, comme il peut survenir à l'occasion d'une souffrance post-anoxique, sclérose tubereuse de Bourneville ou toute autre lésion cérébrale. C'est une épilepsie malheureusement qui est pharmacorésistante. Alors le traitement, les deux molécules qui ont prouvé une certaine efficacité sont le vigabatrin à raison de 40 à 80 mg kg/, mais dont l'utilisation prolongée est limitée par ses effets secondaires non négligeables qui sont représentés par le rétrécissement concentrique du champ visuel. Les corticoïdes peuvent être aussi utilisés et le traitement doit être mis en place
rapidement pour limiter la dégradation cognitive liée à l'épilepsie. Le pronostic est défavorable dans 2/3 des cas. Là, vous voyez très bien un EEG dont le tracé est totalement désorganisé, chamboulé. C'est ce qu'on appelle l'hypsarythmie. Ensuite, nous avons le syndrome de Lennox-Gastaut, qui appartient au groupe des encéphalopathies épileptiques sévères de l'enfant. C'est une forme rare d'épilepsie qui atteint le plus souvent les garçons que les filles entre 2 et 7 ans. La triade symptomatique comporte plusieurs types de crises, des crises toniques, axiales, surtout durant le sommeil, des crises atoniques et des absences atypiques. Les crises toniques sont les plus fréquentes et les plus caractéristiques. Elles sont diurnes et nocturnes. Elles peuvent être suivies d'une énurésie, c'est-à-dire émission d'urine, mais il n'y a ni morsure de la langue, ni stertor, c'est-à-dire une respiration bruyante, comme dans la crise tonico-clonique généralisée. La reprise de la conscience est rapide. Retenez que les crises sont favorisées par le sommeil dans ce syndrome. Les autres éléments de la triade sont le retard des acquisitions et des pointes-ondes lentes diffuses à l'EEG. L'évolution est sévère, marquée par une déficience intellectuelle et des crises réfractaires entraînant souvent des états de mal épileptiques pouvant occasionner le décès dans environ 5% des cas. Là, c'est un EEG d'un syndrome de Lennox-Gastaut. Regardez les pointes-ondes diffuses avec un tracé qui est complètement désorganisé. Alors, que recommandent les experts pour traiter ce syndrome? Le traitement de première intention est le rufinamide qui a reçu l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché en janvier 2007, ou alors le clobazam. Ces deux molécules sont très efficaces sur les crises toniques et atoniques qui sont les plus dangereuses pour l'enfant car elles sont à l'origine de chutes avec blessures au visage et à la tête. Certains nouveaux antiépileptiques contrôlent efficacement les crises associées au syndrome de Lennox-Gastaut lorsqu'ils sont prescrits comme traitement adjuvant, c'est-à-dire en association. C'est le cas du levétiracétam, du felbamate, de la lamotrigine et du topiramate. D'autres options thérapeutiques ont prouvé leur efficacité, à savoir le régime cétogène ou le régime d'Atkins modifié, qui est un régime riche en lipides et protéines et faible en glucides. On peut aussi tenter la stimulation du nerf vague. Ensuite, nous avons l'encéphalopathie épileptique avec pointe-onde continue du sommeil lent, qui est une entité rare qui débute chez l'enfant entre 5 et 7 ans et qui se manifeste par la triade troubles cognitifs et comportementaux acquis d'installation plus ou moins rapide avec perte du langage et de la reconnaissance du langage familier, une hyperactivité et un déficit attentionnel et des troubles du sommeil. Les crises d'épilepsie restent rares, essentiellement focales, survenant surtout la nuit, et les anomalies continuent occupant plus de 85% du tracé de sommeil lent. Alors voilà l'aspect EEG du syndrome d'encéphalopathie épileptique avec pointe-onde continue du sommeil lent. Nous avons des pointes-ondes de grande amplitude, bilatérales, synchrones, c'est-à-dire en même temps, elles sont continues ou subcontinues sur au moins 85% du tracé de sommeil lent, mais ce tracé doit être répété et on doit retrouver le même aspect sur plusieurs enregistrements. Alors, il s'agit d'une urgence médicale qui doit être prise en charge en milieu spécialisé. Cette forme d'épilepsie peut être particulièrement résistante aux antiépileptiques. L'hydrocortisone est efficace à la dose de 10 mg kg pendant 1 mois et demi, avec dégression progressive des doses sur plusieurs mois. De fortes doses de benzodiazépine sont aussi utiles. Certains antiépileptiques aggravent la symptomatologie, il faudra les éviter. Il s'agit en l'occurrence du phénobarbital, du valproate, la carbamazépine, l'oxcarbazépine, la lamotrigine et le vigabatrin. L'évolution des crises est spontanément favorable à l'adolescence, mais des séquelles cognitives et comportementales peuvent persister. Enfin, nous avons les encéphalopathies myocloniques progressives, dont les deux formes les plus fréquentes au Maghreb sont la maladie d'Envricht-Lemborg et la maladie de Lafora. Pour la maladie d'Envricht-Lemborg, c'est la forme la plus pure et la moins sévère d'épilepsie myoclonique progressive, sans déficit cognitif progressif, l'évolution se faisant vers une stabilisation des symptômes à l'âge adulte, avec un degré variable de handicap qui est lié avant tout au syndrome myoclonique.
Il s'agit d'une maladie à transmission autosomique récessive dont les premières manifestations surviennent entre l'âge de 8 et 15 ans. On a des crises tonico-cloniques généralisées rapidement associées à un myoclonus d'action, c'est-à-dire des myoclonies qui surviennent à l'action. C'est des myoclonies qui sont massives et fragmentaires et photosensibles, c'est-à-dire qu'elles sont déclenchées par la stimulation lumineuse, et elles s'accompagnent souvent d'une ataxie, c'est-à-dire des troubles de l'équilibre et de la coordination. La maladie d'Unwrich-Lundborg est particulièrement fréquente dans certains isolats tels que la Finlande et l'île de la Réunion et dans certains contextes de consanguinité comme le Maghreb. Elle est liée à un déficit fonctionnel en cystatine B ou stéphine qui est codé par le gène EPM1 localisé en 21q23. Le diagnostic de maladie d'Unwrich-Lundborg repose sur la prise en compte des antécédents familiaux, la présence de cas similaires dans la famille, de l'âge, du contexte ethnique, du caractère typique des symptômes et de l'absence de détérioration cognitive et de déficit sensoriel, chose qu'on voit plutôt dans la maladie de la Fora. La biologie moléculaire confirme aisément le diagnostic dans la plupart des cas. Le traitement reste symptomatique, c'est-à-dire qu'il repose sur les antiépileptiques qui marchent bien sur les myoclonies. C'est le cas d'ailleurs du valproate et du levetiracetam. Dernier type, c'est la maladie de la Fora. C'est une forme fréquente et particulièrement grave d'épilepsie myoclonique progressive. La prévalence est variable, elle est ubiquitaire, mais plus fréquente dans certains isolats et dans certains contextes de consanguinité. Ces premières manifestations surviennent à l'adolescence. Il s'agit de crises généralisées tonico-cloniques ou clonotonico-cloniques, un myoclonus d'action et de repos, mais aussi de crise focale occipitale avec amorose transitoire. Amorose, c'est la cécité ou la perte de la vue qui est transitoire dans ce cas-là. L'évolution est dominée par une détérioration cognitive majeure et rapide, chose qu'on ne voit pas dans la maladie d'Unwrich-Lundborg, dont les premiers symptômes peuvent précéder les troubles moteurs et par l'intensité des myoclonies. Les myoclonies sont très invalidantes. La maladie de la Fora est une maladie à transmission autosomique récessive. L'anomalie génétique a été identifiée sur le chromosome 6. Le diagnostic de la maladie de la Fora repose sur la prise en compte des antécédents familiaux, de l'âge, du caractère typique des symptômes, de la rapidité surtout de la détérioration cognitive et un aspect très évocateur à l'EEG. Il est confirmé aisément par l'analyse d'une biopsie de peau prélevée au creux axillaire qui va mettre en évidence les corps de la Fora qui sont des polyglucosans dans les cellules des canaux excréteurs des glandes sudoripares. Le traitement de la maladie de la Fora par antiépileptique et antimyoclonique est encore purement symptomatique. Les médicaments potentiellement aggravant les myoclonies doivent être évités. On les a vus précédemment. Un accompagnement psychologique et social est d'une importance primordiale dans la maladie de la Fora. Le décès survient généralement 4 à 10 ans après les premiers symptômes dans les formes typiques. Maintenant, passons à la stratégie thérapeutique. Il faut savoir qu'il y a des critères de choix des médicaments antiépileptiques. Nous avons en premier lieu le spectre d'efficacité et donc on va privilégier des molécules connues pour leur efficacité dans tel ou tel syndrome, comme on vient de le voir, mais c'est surtout qu'on doit éviter les molécules connues pour leur effet aggravant. L'âge est aussi un facteur à prendre en considération. En effet, chez le sujet âgé, on va privilégier le levetiracetam et éviter le phénobarbital et la prégabaline, car ces deux molécules ont des effets sédatifs. Troisième critère de choix, c'est le sexe. Chez la jeune femme en âge de procréer, il faudra éviter impérativement le valproate en raison de ses effets tératogènes connus et privilégier plutôt le levetiracetam et la lamotrigine. Le poids du patient doit être aussi pris en considération. En cas de surpoids, on privilégiera le topiramate. Chez les patients épileptiques qui prennent d'autres traitements pour l'HTA ou le diabète par exemple, il faudra faire attention aux interactions médicamenteuses et donc privilégier les médicaments à monoprise à libération prolongée tels que la lamotrigine. En cas de troubles cognitifs, des troubles de la mémoire par exemple, associés, on penchera plus vers la lamotrigine qui semble préserver les fonctions cognitives. Chez un patient aux comorbidités psychiatriques, il faudra éviter le topiramate et le levetiracetam car ils peuvent aggraver les troubles psychiques avec accentuation d'une dépression ou carrément des idées suicidaires avec passage à l'acte.
Dans ce cas, on fera en sorte de privilégier le valproate, la carbamazépine ou la lamotrigine qui sont des thymorégulateurs, c'est-à-dire ils régulent l'humeur. Et bien sûr, il faudra tenir compte du niveau socio-économique de votre patient et éviter de lui prescrire un médicament cher et inaccessible, surtout s'il n'a pas la possibilité de bénéficier de la gratuité des soins. Une fois que vous aurez choisi la molécule à prescrire, comment allez-vous conduire le traitement et comment allez-vous procéder? Alors, la première des choses, c'est d'informer le patient sur la nature de sa maladie. Il faut bien préciser qu'il s'agit d'une maladie chronique et donc qu'il faudra prendre le traitement pendant plusieurs années. Et le fait de ne pas faire de crise ne lui permet pas d'arrêter de son propre gré le traitement. Il faut l'informer sur l'hygiène de vie, sur le fait qu'il faut éviter les écrans de télévision, le smartphone, sur le fait de respecter le cycle du sommeil, éviter l'alcool et les drogues. Et puis, il faudra l'informer sur les effets secondaires du traitement que vous aurez choisi. Comme ça, il sera préparé et il ne va pas abandonner le traitement. Alors, une fois que vous avez décidé de traiter, il faudra privilégier la monothérapie. On commence toujours par un seul traitement. Les doses sont en fonction de l'âge et du poids. On introduit le traitement progressivement et on augmente par palier de 2 semaines. En cas d'échec d'une monothérapie, c'est-à-dire en cas de persistance des crises malgré une dose maximale efficace et bien tolérée, on commence par faire un dosage plasmatique pour vérifier l'observance du traitement, pour voir si le patient prend correctement son traitement ou pas. Si le taux sérique est optimal, on changera de monothérapie. Si ça ne marche toujours pas et que le patient continue à faire des crises, on tentera la bithérapie, c'est-à-dire une association de 2 antiépileptiques. Quand on prescrit un traitement antiépileptique, il faudra instaurer une surveillance rigoureuse, biologique, à la recherche d'effets indésirables du traitement. On demandera donc une formule, FNS, un bilan hépatique, un bilan d'hémostase, une TSH et un dosage de la vitamine D, de façon régulière, à 15 jours, ensuite à 1 mois, ensuite tous les 6 mois. On pourra aussi apprécier l'efficacité du traitement par des contrôles EEG, mais là, il ne faudra pas non plus rapprocher les contrôles, ça va de 1 à 2 ans. Si le patient ne fait pas de crise pendant 2 ans, on pourra tenter de diminuer, mais très progressivement le traitement, puis l'arrêter, sauf pour l'épilepsie myoclonique juvénile. On n'arrête jamais le traitement pour l'EMJ. En cas de pharmacorésistance, c'est-à-dire résistance à au moins 2 antiépileptiques bien conduits, il faut faire une réévaluation du diagnostic en centre spécialisé afin de proposer un éventuel traitement chirurgical. Alors, pour vous aider à assimiler ce cours, je vous propose quelques QCM. Première question, le syndrome d'épilepsie absence de l'enfant est caractérisé par un début à l'âge de 12 ans, mauvaise réponse, ça commence chez l'enfant à partir de 5 ans. Une association d'absence et de crise tonico-clonique généralisée, encore une mauvaise réponse. Cette association se voit dans l'épilepsie absence de l'adolescent. Une majoration des absences par l'hyperpnée, oui, c'est une bonne réponse. Une évolution vers l'aggravation des crises, mauvaise réponse. Des troubles de la concentration, oui, donc les bonnes réponses sont C et E. Deuxième question, le traitement de l'épilepsie absence de l'enfant repose sur certaines molécules, lesquelles? Première réponse, valproate, oui. La carbamazépine, non, c'est un médicament qui aggrave les absences. La lamotrigine, oui. Le phénobarbital, non, c'est encore un médicament qui aggrave les absences. L'éthosuximide, oui, c'est le traitement de première intention. Donc les bonnes réponses sont A, C et E. Troisième question, le syndrome d'épilepsie myoclonique juvénile peut comporter plusieurs types de crises, lesquelles? Des crises d'absence, oui. Des crises tonico-cloniques généralisées, oui. Des spasmes généralisés, non. Des crises atoniques, non plus. Des clonies de l'hémiphase. Alors les crises de clonie de l'hémiphase sont des crises focales et donc elles ne peuvent pas se voir dans un syndrome généralisé comme l'épilepsie myoclonique juvénile. Elles se voient plutôt dans l'épilepsie à paroxysme rolondique. Donc la bonne réponse, c'est A et B. Quatrième question. Lors d'une épilepsie myoclonique juvénile, la durée du traitement est de 2 ans après la dernière crise, 3 ans après la dernière crise, 4 ans après la dernière crise, 5 ans après la dernière crise,
Bien évidemment, on n'arrête pas le traitement. La bonne réponse, c'est E. Le traitement est maintenu à vie. Cinquième question, et la dernière. Le choix du traitement antiépileptique de n'importe quel syndrome dépend de certains critères. Lesquels? Alors l'âge, bien sûr que oui. Le sexe, bien sûr que oui. Le poids, oui. Les comorbidités également. Le niveau socio-économique, encore oui. Donc là, toutes les réponses sont justes. Voilà, en ce qui concerne le cours des syndromes épileptiques. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en me contactant par mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran et je vous remercie.